Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je suis Sylvie de la CARSAT des Pays de la Loire et je vais vous guider sur les droits et démarches retraite. Et je suis accompagnée de Johan, conseiller CAF. Je vais vous parler de l'allocation adulte handicapé et la CARSAT, des démarches simplifiées pour le passage à la retraite. Donc, il y aura quatre grandes étapes. Tout d'abord, un rappel général, donc du côté sur l'allocation adulte handicapé et de l'autre côté, le droit à retraite. Ensuite, on va vous parler de quatre étapes qui va vous parler du passage de l'AH à la retraite. Puis, on va distinguer tout au long du webinaire l'AH plusieurs situations qui sont en fonction du taux d'incapacité et le parcours professionnel. Et on terminera sur on va dire, l'aspect financier, donc le paiement de la retraite et la coordination entre nos organismes CAF et la CARSAT. Donc, premier petit rappel donc, sur l'allocation adulte handicapé, donc souvent dit AH. Les conditions d'attribution. Donc, de manière générale, il faut avoir au moins 20 ans pour pouvoir en bénéficier. Avoir une incapacité supérieure à 50% reconnue par la CDAPH. Donc, c'est une commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas la CAF qui détermine le taux d'incapacité. Cette prestation est soumise à conditions de ressources et on doit résider en France. Et pour les personnes étrangères, avoir un titre de séjour en cours de validité. Et pour les personnes de l'espace économique européen, ouvrir droit au séjour. Pour bénéficier de cette prestation, il faut faire valoir tous ces droits, notamment l'invalidité, l'accident du travail et la retraite en fonction de certaines situations. Aujourd'hui, le montant de l'AH, donc au 1er janvier 2023, au maximum, l'allocataire peut bénéficier de 956,65 € par mois. Donc ce montant peut varier en fonction des ressources. La durée, elle est liée à la décision de la CDAPH. Donc c'est cette commission qui détermine aussi la durée du droit potentiel à l'allocation adulte handicapé. Donc sur cette notification adressée par cette commission, on peut retrouver donc le taux d'incapacité, la prestation et la durée. La durée peut faire de 1 an à 100 limites en fonction de la situation de l'allocataire. L'AH est réévalué trimestriellement ou annuellement selon la situation de l'allocataire. Et pour information, l'AH est une prestation, elle n'est pas récupérable sur succession. Aucune somme est demandée aux héritiers. Tout au long de notre webinaire, nous allons retrouver cette diaporama où on différencie 3 types de catégories. Donc les personnes qui ont un handicap inférieur à 80%, qu'ils ont cotisé ou non aux cotisations vieillesse. Deuxième catégorie, un handicap supérieur ou égal à 80% avec cotisation vieillesse. Et la dernière catégorie, un handicap supérieur ou égal à 80%, mais sans cotisation vieillesse. Donc concrètement, première diapo, comme je vous parle de l'AH, quelles conséquences? Donc pour la première catégorie, donc handicap inférieur à 80%, qu'ils aient cotisé ou non, eh ben, à 62 ans, le droit à l'AH ne peut plus être mis en place. Il prendra fin dans toutes les situations. Une personne qui a un handicap supérieur ou égal à 80% avec cotisation vieillesse, à 62 ans, une fois que la retraite sera mise en place, un droit à l'AH différentiel pourra être possible si le montant de la retraite est inférieur au montant de l'AH. Et pour les personnes supérieures ou égales à 80% sans cotisation vieillesse, et ben là, on va continuer à payer l'AH. Ils n'ont pas forcément, comme ils n'ont jamais cotisé, ils ne sont pas dans l'obligation de faire une demande de retraite.
Donc là, il y aura continuité du montant de l'AH qu'ils perçoivent actuellement. Je vais laisser la main à Sylvie. Merci Johan. Donc après ce rappel concernant la hache et son impact sur le départ à la retraite, moi je vais vous faire un petit rappel sur sur notre système de retraite et quels organismes de retraite nous représentons. Le système de retraite français repose sur 4 principes. Il est avant tout obligatoire. Dès le premier emploi, nous sommes affiliés à un régime de retraite. Il fonctionne par répartition. Les cotisations servent à payer les retraites actuelles. Il est solidaire en cas d'interruption d'activité telle que le chômage, la maladie, la maternité. Nous pouvons avoir des droits pour la retraite. Et enfin, il est contributif. Notre retraite sera calculée en fonction de nos cotisations. Notre retraite est toujours en lien avec le droit, nos cotisations. Selon pour qui nous travaillons, employeur privé, employeur public, pour soi en tant que travailleur indépendant, et suivant la nature de notre activité, nous pouvons être affiliés à un ou plusieurs régimes de retraite tout au long de notre parcours. L'assurance retraite, que je représente, est le régime de retraite de base des salariés du secteur privé, des contractuels de la fonction publique, des artistes-auteurs et des travailleurs indépendants, artisans commerçants et professions libérales non réglementées. C'est le premier régime de retraite français qui couvre 78% des assurés et qui verse 60% des retraites. La réglementation de l'assurance retraite est basée sur une législation en vigueur, c'est ce que je vous indiquais en introduction. Donc ça veut dire des lois qui sont votées et mises en application, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et son unité de valeur est le trimestre. En complément de ce régime de base, nous retrouvons l'AGIRC et l'ARCO, qui est donc le régime complémentaire obligatoire qui s'applique et qui applique les décisions prises par les partenaires sociaux. Eux, leur unité de mesure est le point. Donc concrètement, eh bien, une fois à la retraite, apparemment, ça, oui, je vois qu'il y a des petits emojis qui réagissent. Il y a des petites variations de connexion. Est-ce que vous pouvez m'indiquer que vous m'avez bien récupéré, que le son est OK? Ça arrive, hein, il y a une petite version. Ouais, je vois les petits pouces. Merci pour les pouces, hein, super. Donc, j'indiquais tout ça pour vous dire que concrètement, l'allocataire adulte handicapé, au moment du passage à la retraite, je vois que c'est revenu, super, très bien. Eh bien, il va percevoir 2 montants de retraite, celui qui est versé par la CARSAT, qui représente sa retraite de base, et celui de l'AGIRC et l'ARCO, qui va correspondre à sa retraite complémentaire. Alors, avant d'en arriver au paiement que nous verrons tout à l'heure, en dernière partie, on va d'abord consulter les documents retraite qui sont à disposition pour pouvoir savoir ce qu'il en est. Et là, je vais vous parler de RIS. Alors, les ressources internet à votre disposition, vous les avez mentionnées ici. Donc, vous avez le site national d'information, l'assurance-retraite.fr, que je vous invite à consulter pour comprendre la retraite de base, qui est donc gérée par la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et puis, la même chose côté Agirc-Arrco avec agirc-arrco.fr pour avoir des éléments, des ressources à votre disposition. Concernant les documents retraite, vous avez besoin d'avoir une visibilité de la carrière sur du compte retraite. Et ça, c'est ce qu'on appelle les relevés de carrière, ou autrement dit les RIS, les relevés individuels de situation. Ces documents retracent les données connues dans nos fichiers et vous y retrouvez de nombreuses informations importantes. Alors, voilà un visuel de ces documents. Je pense que vous avez déjà eu ça entre les mains. Il comporte plusieurs feuillets et surtout, en premier feuillet, il va vous permettre d'avoir la liste des caisses de retraite où la personne a acquis des droits. Donc c'est un document interrégime. Vous avez à la fois les régimes de retraite de base et les régimes de retraite complémentaires. On y retrouve le nom de l'organisme, ses coordonnées de contact et la situation de son solde, enfin les informations, le cumul des droits accumulés jusqu'à l'année N-1. Donc, les documents aujourd'hui s'alimentent de l'année 2022 qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Et donc, il faut compter le premier trimestre de l'année 2023 pour que ces données soient reportées au compte, hein. Donc, en général, avril, mai, juin, l'année 2022 se reporte au compte.
Donc voilà pour ce premier document important où on y retrouve vraiment l'identité des caisses de retraite où il y a un droit existant et les données que l'on a, dont on a connaissance. En continuant la lecture de ce document, on a 2 relevés. Nous avons d'abord le relevé synthétique qui, récapitule année après année les droits acquis en termes de trimestres, ainsi que le régime d'affiliation et puis en termes de points, en côté retraite complémentaire. Donc ça permet d'avoir une visibilité sur, où est-ce que, si j'ai bien mes 4 trimestres et le nombre de points, sur ces années-là. En continuant la lecture du document, on a ensuite un relevé détaillé. Alors, sur ce relevé détaillé, on y retrouve les différentes situations que la personne a pu croiser sur son parcours professionnel, avec les employeurs auprès desquels la personne a travaillé, les salaires qui ont été soumis à cotisation vieillesse qui vont alimenter le compte retraite, les situations de chômage ou les situations d'indemnisation par la caisse primaire au titre de maladie, maternité ou accident du travail, le service national si éventuellement la personne l'a réalisé. Donc ces informations sont très importantes puisque c'est les éléments qui vont être pris pour le futur calcul de la retraite. Donc les trimestres, les points et les salaires, les revenus qui sont dans ces documents-là. Un petit rappel de ce que l'on entend par une carrière complète. Suivant l'année de naissance, on va demander un certain nombre de trimestres qu'on appelle durée d'assurance. Là, je vous ai mis le tableau qui est en vigueur actuellement des trimestres demandés en fonction de l'année de naissance. Donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a 62 ans cette année, en 2023, donc né en 1961, il faut que toute carrière confondue, la personne ait un total de 168 trimestres pour avoir un calcul à taux plein. Alors ça, c'est pour une carrière, pardon, pour avoir une carrière complète, excusez-moi. Et donc, un droit retraite, il est existant dès le premier trimestre. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à cotiser et que j'ai au moins un trimestre, j'ai droit à un calcul de retraite en fonction de ce droit que j'ai. Maintenant, pour que ce calcul soit fait sur la base d'une carrière complète, eh bien, on va demander à ce que vous ayez un certain nombre de trimestres acquis en fonction de votre année de naissance. Et c'est les informations que l'on a sur ce tableau-là. Pour obtenir ces documents, plusieurs manières de l'obtenir. Vous pouvez les avoir via les sites internet d'information retraite de vos organismes de retraite. Donc en tête l'assurance retraite qui porte le même nom que la branche vieillesse. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est l'assurance-retraite.fr. Vous avez également inforetraite.fr et agircarco.fr. Ces documents, les relevés individuels de situation, ce sont exactement les mêmes, à part que vous avez plusieurs portes d'accès pour les obtenir. Donc vous pouvez les trouver sur ces sites-là. Une petite information concernant Info Retraite. Info Retraite, c'est un site d'information et de simplification des démarches interrégime. C'est pas un organisme de retraite tel quel ou qui va payer une retraite, mais qui est là pour accompagner, qui est géré par un groupe d'intérêt public qui s'appelle Union Retraite et qui permet la diffusion d'informations d'ordre général sur l'ensemble des retraites et toutes les retraites de base et retraites complémentaires. Alors que l'assurance retraite, donc, qui est gérée par la CNAV au national, Caisse nationale d'assurance vieillesse, et donc la retraite, ce qu'on appelle la retraite du régime général, et l'Agirc-Arrco, la retraite complémentaire qui est en lien avec le travail en tant que salarié du secteur privé. Vous pouvez nous contacter pour obtenir les documents, les relevés de carrière au 39 60, qui est le numéro national de l'assurance retraite, ou au 09 171 10 39 60 depuis une box, un mobile ou depuis l'étranger. Et puis sinon, vous pouvez également faire votre demande par courrier, une adresse pour cela, CARSA des Pays de la Loire, 2 Place de Bretagne aussi, c'est également possible. Concernant le 3960, pour nous joindre, nous réceptionnons les appels du lundi au vendredi de 8h au 17h. Nous savons que quelquefois c'est compliqué de nous joindre. Sachez que nous sommes en continu sur ces créneaux. Il est plus facile de nous joindre plutôt en milieu fin de semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et n'hésitez pas à utiliser les créneaux dès le matin, dès 8h ou entre midi et 14h, ou en fin de journée entre 16h et 17h, pour avoir un peu plus de facilité pour nous joindre. Voilà pour ces modalités pour obtenir vos relevés de carrière.
Vous avez donc aussi la possibilité de le faire en ligne. Ça, c'est juste pour vous montrer. C'est très rapide. En ayant l'espace personnel sur l'assurance retraite, donc ça, c'est à la main de la personne. Nous, on va parler d'assuré hein, en termes de public retraite. Eh bien, avec le numéro de sécurité sociale et une adresse mail, on a accès à un espace personnel avec plein de services et notamment la consultation et l'obtention d'un document PDF à télécharger, qui sont donc les relevés individuels de situation que je vous ai présentés. Donc ça, vous pouvez l'avoir facilement. Maintenant, voilà concernant les documents. Maintenant, le premier critère en termes de retraite, c'est l'ouverture du droit. Et tout, vous l'avez bien compris, tout tourne autour de cette notion centrale qui est l'âge légal. L'âge légal, c'est quoi? C'est le moment où le droit s'ouvre automatiquement, sans autre condition, si ce n'est d'avoir l'âge. C'est simple. C'est la règle commune à tous. Elle concerne tout le monde à partir du moment où on est né à compter de 1955. C'est ça, cette notion d'âge légal. On n'envoie pas de document hein, pour dire que vous avez atteint l'âge légal. C'est inscrit dans la loi, c'est ce qui s'applique. Cette retraite, elle n'est pas automatique. Il faut en faire la demande. Alors, dans le cadre des personnes qui sont titulaires de l'allocation adulte handicapé, on a simplifié cette démarche pour être sûr que le passage se fasse bien, mais ça reste pas encore totalement automatique. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une démarche à faire. La retraite démarre toujours le premier jour d'un mois. Donc, elle suit le premier jour du mois qui suit les 62 ans. Dans mon exemple, là, Louise a 62 ans le 12 janvier. Son droit retraite s'ouvre au 1er février. Une exception, quand je suis née le 1er, j'ai mes 62 ans le 1er du mois, eh bien mon droit retraite peut être ouvert, peut s'ouvrir à ce jour-là, le jour de mes 62 ans, parce que je suis née le 1er. Donc voilà pour cette notion qui est importante. Et par rapport à, toujours en lien avec notre public AAH, eh bien, il y a une priorisation qui s'effectue vis-à-vis du versement des prestations que l'on va avoir. Et donc, quand la personne arrive à l'âge légal de la retraite, la priorité est son droit retraite avant tout. Ce qui fait qu'il y a ce passage obligatoire qui va s'effectuer entre la CAF d'un côté et nous, la CARSAT pour le droit retraite. Donc voilà cette notion de base centrale importante d'ouverture de droit et tout ça à 62 ans. Alors, pour info, parce que c'est important aussi, il faut savoir que pour les travailleurs handicapés, il existe également un départ anticipé qui s'appelle donc départ anticipé des travailleurs handicapés, qui, lui, par contre, est soumis à conditions cumulatives permettant d'ouvrir le droit au plus tôt dès 55 ans. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est surtout que si la personne est intéressée de savoir si elle peut en bénéficier avant donc l'âge légal, il faut nous demander une étude afin de vérifier si les conditions sont remplies. Ces conditions sont liées au niveau d'handicap et au travail en même temps que cette situation de handicap. Donc on vous invite à nous envoyer une demande d'attestation, document que vous pouvez télécharger depuis le site de l'assurance retraite et nous adresser pour demander une étude. Je précise que c'est une étude. En fait, en demandant cette information-là, on ne demande pas sa retraite. On veut simplement vérifier si le droit peut s'ouvrir plus vite à ce titre-là. Et ça, c'est important. Donc voilà pour ces éléments de base importants pour comprendre le compte retraite, on va le voir en détail tout à l'heure, et l'ouverture du droit qui donc va se pratiquer à 62 ans pour notre public AAH. Justement, comme je vous le disais, c'est pas automatique la demande de retraite. Il y a des démarches à réaliser un minimum. Et pour faciliter ce passage-là, on peut établir on a mis en place une simplification des démarches et qui va être balisée par 4 étapes qu'on va vous présenter avec Johan. Et ces 4 étapes, eh bien, en fait, c'est des relations qu'il va y avoir entre la CAF, la CARSAT et la personne qui est titulaire de l'allocation adulte handicapé. Et on va vous présenter ces 4 étapes. Je relaisse la parole du moins à Johan pour cela. Merci. Donc là, les 4 étapes, donc on les a mis sur ce schéma-là. Et après, on va faire un zoom de chacune des étapes. Donc la première étape, la CAF va informer la CARSAT et le titulaire AH. Deuxième étape, la CARSAT contacte l'assuré AH. Puis la CARSAT va calculer le montant de la retraite. Et dernière étape, la mise en paiement de la retraite à 62 ans. Donc voilà, maintenant on va faire premier zoom
sur la CAF informe la CARSAT et le titulaire AH. Donc, pour transmettre des informations à la CARSAT, on va envoyer un signalement informatique des personnes titulaires de l'AH. Donc, c'est un fichier que la CARSAT va recevoir avec différents éléments inscrits dessus pour pouvoir identifier la personne et ensuite passer pour permettre l'étape 2 que vous présentera Sylvie. Donc voilà, première étape, nous on envoie à la CARSAT des éléments pour qu'ils puissent retrouver les dossiers. Concernant la locataire, on va lui adresser un courrier. Il y a deux types de courriers. Donc le premier que vous voyez, c'est les personnes qui sont au régime général, donc qui dépendent de la CARSAT. Donc on leur informe 6 mois avant les 62 ans qu'ils vont bientôt atteindre l'âge légal de la retraite, donc 62 ans, et qu'ils auront des droits potentiels à réaliser ou qui peuvent bénéficier. Donc quand on regarde le courrier, il y a une partie sur la retraite de base. Donc là, on leur indique dans le régime général que la CARSAT va les contacter. En revanche, pour les retraites complémentaires qui ne dépendent pas de la CARSAT, ils doivent déposer une demande de retraite complémentaire. Donc voilà, il y a des démarches à réaliser pour les retraites complémentaires. Donc ça, c'est pour le premier courrier. Donc retraite de base, la CARSAT va revenir vers eux, mais les retraites complémentaires, ils doivent faire des démarches. Deuxième courrier, ce sont les personnes qui bénéficient aussi de l'AH, mais qui ne sont pas au régime général. Donc là, pour eux, pour la retraite de base et les complémentaires, ça sera à eux de faire les démarches par rapport à l'organisme qui va les indemniser. Voilà, c'est important de comprendre ces éléments-là. On retrouve notre webinaire, donc notre diapo qu'on va retrouver à plusieurs reprises en fonction des catégories. Donc la première catégorie, inférieure à 80% avec ou sans droit à retraite, n'ayant plus de droit à l'AH, quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, ils n'auront plus de droit. Par conséquent, on va leur envoyer le courrier que je vous ai présenté et ils auront des démarches à réaliser auprès de la CARSAT pour bénéficier de leurs droits. Pour les personnes qui ont un handicap supérieur ou égal à 80% avec un droit à retraite, ça sera la même chose parce qu'ils devront bénéficier de leur retraite, ils devront faire valoir leurs droits, donc on va leur envoyer le courrier et ils auront des démarches à réaliser. En revanche, pour la dernière catégorie, handicap supérieur ou égal à 80% sans droit à retraite, là, ils n'ont pas l'obligation de faire une demande de retraite. Ils peuvent bénéficier de l'AH sans faire aucune démarche. Par conséquent, on ne va pas leur adresser le courrier et ils n'ont aucune démarche à réaliser. Je laisse la main à Sylvie pour la deuxième étape. Merci Johan. Donc étape numéro 2, effectivement, la CARSAT contacte l'assuré AAH en recevant les informations que la CAF nous transmet, donc l'identité de la personne, son adresse postale, son numéro de sécurité sociale. Donc ça nous permet de contacter la personne, l'assuré. Alors on envoie un courrier qui comporte plusieurs éléments. Tout d'abord, un courrier explicatif. Je vous en ai mis un exemplaire là sous les yeux qui explique cette démarche que vous avez à réaliser pour la personne AH. En fait, la CAF, alors je vous le lis vraiment rapidement, la CAF m'a informé que vous percevez actuellement l'allocation adulte handicapé et que vous allez bientôt avoir 62 ans. Vous voyez que c'est donc l'élément déclencheur de ça, c'est l'âge 62 ans. Je vous informe que vous pourrez prendre votre retraite dès 62 ans. Elle sera calculée au taux maximum de 50%, quel que soit votre nombre de trimestres. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous pourrez vous opposer au bénéfice de votre retraite par lettre recommandée jusqu'à 2 mois avant vos 62 ans. Mais dans ce cas, votre AH prendra fin. C'est aussi une possibilité.
Si vous exercez une activité professionnelle et que vous ne désirez pas prendre votre retraite, nous vous remercions de nous le préciser par courrier. Oui, effectivement, là, on est dans une démarche pour faciliter ce passage-là. Donc, dans la majorité des cas, les personnes n'ont pas forcément, ne sont pas en activité, et donc du coup, mais ça couvre pas forcément tout le monde. Donc, suivant la situation de la personne, de l'individu, eh bien, il y a différentes démarches à réaliser. Donc là, le courrier explicatif de cette démarche pour faire la demande de retraite, accompagné des formulaires qui vont avec. Les formulaires pour faire la demande de retraite. Ça, c'est le formulaire officiel, obligatoire, version papier, qui couvre les activités pour l'activité de l'assurance retraite, c'est-à-dire pour mon parcours salarié ou travailleur indépendant, ainsi que pour mes activités du régime agricole ou encore mes activités du régime des cultes. Donc concrètement, en complétant ce document, en me le renvoyant, je fais ma demande de retraite auprès de tous ces organismes-là pour obtenir mon droit à retraite à ce niveau-là. Donc ça, c'est le formulaire papier qui est à votre disposition pour faire la demande, que vous pouvez télécharger, que l'on retrouve également sur le site de l'assurance retraite en mode téléchargeable. Il faut savoir, alors comment faire la demande de retraite aujourd'hui. Donc il y a le document que je viens de vous montrer, le formulaire papier, qui est donc à renvoyer, compléter et signer. Et dans ces cas-là, vous avez un formulaire par case de retraite, donc un aussi côté Agir Carco à faire en parallèle avec les mêmes modalités. Donc, ça, c'est important à comprendre. Vous pouvez aussi faire cette demande de retraite en ligne, si vous en avez la possibilité, via l'espace personnel de l'assurance retraite et avec une connexion France Connect. Vous retrouvez ce même service, qui est donc un service mutualisé sur Info Retraite. C'est exactement le même service avec un autre accès possible. Donc, si je fais ma demande de retraite en ligne, je la fais une fois avec les documents nécessaires qui vont avec, et celle-ci est envoyée à l'ensemble de mes caisses de retraite, retraite de base et retraite complémentaire. C'est dans l'idée de simplifier cette démarche. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là, toujours dans le même délai, 6 mois avant les 62 ans. Et puis, si vous avez une complexité, une spécificité, n'hésitez pas à nous demander un rendez-vous. Vous pouvez obtenir ce rendez-vous en ligne également via l'espace personnel où il y a cette possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique ou physique suivant le lieu de vos besoins et le lieu de résidence de la personne. Donc voilà pour la demande de retraite, comme je vous l'ai indiqué, qui n'est pas automatique et donc doit réaliser, donc soit version papier, soit version en ligne aussi. À ce formulaire qu'on vous a envoyé par courrier, vous allez avoir également un autre formulaire à disposition qui s'appelle la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Et là, on touche un autre domaine. On touche le domaine du minimum vieillesse. Cette allocation, est une aide pour permettre aux personnes qui ont de faibles ressources d'augmenter leurs ressources. Elle est donc à demander si nécessaire, elle n'est pas obligatoire et elle n'est pas cumulable avec l'allocation adulte handicapé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une aide qui est récupérable après succession. Je vais vous en reparler après. Donc, ce n'est pas un droit retraite, mais bien une aide pour permettre d'augmenter les ressources de la personne par rapport à un plafond qui est établi pour chaque année. Cette année, en 2023, ce plafond pour une personne seule est à hauteur de 961 € par mois. Ce qui veut dire que si la personne n'a pas cette somme-là pour vivre tous les mois, elle peut demander en complément de son montant de retraite cette aide d'ASPA. Alors, pour faire le lien avec les différents profils que vous a présenté Johan, et vous avez donc dans la situation où la personne a un handicap inférieur à 80%, avec ou sans droit retraite, donc l'âge s'arrête à 62 ans, la retraite personnelle est à demander via le formulaire ou la demande en ligne que je vous ai indiqué, et on peut compléter les montants de retraite avec ce minimum vieillesse via la demande d'ASPA. Alors, on va parler d'ASPA si nous, on a un droit retraite que l'on calcule, qui est existant, c'est-à-dire que la personne, elle a bien à un moment donné cotisé, et donc on va pouvoir lui calculer un droit retraite. Si la personne n'a pas de cotisation à son compte, c'est pas l'ASPA qui peut lui être servi, mais le SASPA.
Le SASPA, c'est l'équivalent, à part que c'est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Et là, c'est pas nous qui allons le servir, puisque nous n'avons pas de droit retraite calculé, mais ça va être la MSA qui va gérer, qui gère le service de cette retraite de solidarité minimum vieillesse. Et pour en termes de démarche, si c'est ce cas-là que vous gérez, eh bien, je vous invite à contacter les services de votre mairie pour déclencher cette demande SASPA s'il n'y a aucun droit retraite et que la personne a un handicap inférieur à 80%, puisque à 62 ans, cet âge va s'arrêter. Donc voilà pour la première situation. Deuxième situation, l'handicap est supérieur ou égal à 80% avec un droit retraite existant. Donc la personne a cotisé à un moment donné et a un droit à un calcul de retraite. Et bien là, on va calculer sa retraite donc à 62 ans et peut s'ajouter à cette retraite une AAH différentielle ou pas, ça dépend du résultat du calcul. Si la retraite personnelle est inférieure à l'AAH versée, effectivement, l'AAH différentielle va pouvoir être versée. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas demander l'ASPA. L'ASPA n'est pas cumulable avec l'AAH et donc il faut demander l'ASPA si éventuellement vous n'avez pas droit à une AAH différentielle et que vos ressources sont inférieures au montant indiqué. Je vais revenir tout à l'heure. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est non cumulable et pas obligatoire. C'est pas parce qu'on vous a glissé le formulaire dans l'enveloppe que vous êtes obligé de faire la demande. C'est plutôt dans l'idée de simplifier, de faciliter les démarches pour faire cette demande-là. Enfin, dernière situation, eh bien, l'handicap est supérieur ou égal à 80%. Il n'existe pas de droit retraite pour cette personne. Eh bien, à partir, comme l'indiquait Johan, c'est continuité du versement de l'AAH. Il n'y a pas de retraite personnelle de calculer. Et puis, bah, si éventuellement la personne souhaite avoir un complément SASPA, elle peut en faire la demande, mais vu que le montant de l'AAH et du montant du SASPA est à peu près équivalent, à vérifier. Il n'y a pas d'utilité. Donc voilà pour cette synthèse vis-à-vis de cette allocation du minimum, du minimum pour obtenir le minimum vieillesse, hein, qui n'est pas un droit à retraite, je le répète. Alors, vous avez donc reçu ces documents, le courrier, les 2 formulaires. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a deux situations. Il n'y a pas de retour. Concrètement, on n'a pas eu de retour, la demande de retraite n'a pas été réalisée. Eh bien, pour assurer la continuité de versement entre la CAF et la CARSAT pour la personne titulaire de l'allocation handicapée, on va calculer la retraite avec les éléments que l'on a en notre possession, avec donc les éléments qui sont dans le compte retraite. On peut faire ce calcul puisque la retraite va être calculée au taux plein pour inaptitude du fait que la personne soit titulaire de l'AAH. Donc, on va réaliser ce calcul avec les éléments que l'on a. Sauf que dans les documents qu'on vous demande pour faire la demande de retraite, et il y en a un qui est important, c'est le relevé d'identité bancaire qui nous permet de vous payer. Or, on n'a pas cette information, on n'a pas ce document. La CAF ne peut pas nous transmettre ces informations-là pour le moment. Donc, alors je dis pour le moment, c'est important parce que ça évolue aussi, mais aujourd'hui, on n'a pas ces informations-là, donc on ne peut pas mettre en paiement. Donc concrètement, on a calculé le montant de la retraite, celle-ci est prête à être servie, mais on ne peut pas la mettre en paiement faute d'informations. Donc, bah, si vous êtes dans cette situation-là, la première chose à faire, c'est de nous contacter pour nous transmettre ces coordonnées bancaires pour qu'on puisse mettre en paiement la retraite. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, vous nous avez retourné les documents. On réceptionne donc les formulaires de demande de retraite et les justificatifs. Qu'est-ce qui se passe? La CARSAT informe la CAF qu'une instruction est bien en cours, ce qui permet à la CAF de poursuivre ses paiements du versement de l'AAH en attendant que nous, on ait calculé et notifié la retraite de l'assuré. En même temps, en réceptionnant cette demande de retraite, on fait un signalement à l'Agirc-Arrco pour dire à l'Agirc-Arrco que la personne a fait sa demande de retraite. Et donc, il ne faut pas oublier qu'une demande de retraite est à réaliser également auprès de l'Agirc-Arrco. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour faire cette démarche-là également. Nous, on envoie simplement une information pour dire que la demande de retraite chez nous est en cours et que bah, il va falloir faire la même chose côté Agirc-Arrco. Donc, l'Agirc-Arrco peut vous envoyer des documents en ayant les coordonnées ou s'il n'y a pas de coordonnées, elle ne pourra pas vous envoyer les documents. Donc, ça, c'est important à comprendre, c'est qu'il y aura aussi cette démarche Agirc-Arrco à faire en parallèle par rapport à notre demande à nous.
Donc la CARSAT envoie les questionnaires pour mettre à jour le compte retraite, vu qu'on va vérifier les éléments, et c'est ce que je vous expliquais après. Et puis une fois qu'on a les éléments, eh bien, on calcule cette retraite personnelle et on attribue avec une notification d'attribution, ou au contraire, on fait une notification de rejet si on n'aboutit à rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cotisation, aucun droit à retraite existant, et dans ces cas-là, on fait une notification de rejet. On donne notre résultat à la CAF pour mettre ensuite en paiement la retraite. Donc voilà les grandes étapes d'instruction de nos dossiers, et l'idéal pour que tout s'enchaîne vraiment bien entre la CAF, la personne RH et la CARSAT. Il faut que cette instruction soit terminée 2 mois avant la date de départ à la retraite. C'est le bon délai pour qu'il y ait ensuite le principe de subrogation, la continuité de paiement, et éviter le principe de subrogation qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà comment ça fonctionne vis-à-vis de la réception des documents. Maintenant, comment on calcule la retraite? Ça, c'est l'étape numéro 3. Alors, avant de calculer la retraite, eh bien, il faut d'abord comprendre comment on comptabilise les trimestres, puisque la retraite est basée sur l'acquisition d'un certain nombre de trimestres et des salaires, des revenus professionnels soumis à cotisation vieillesse. Donc, la première chose, c'est qu'on obtient des trimestres par nos cotisations. C'est la première catégorie, liée à l'activité professionnelle, donc ce qu'on appelle des trimestres cotisés et validés à raison de 4 maximum par an. Ensuite, pour les périodes d'interruption d'activité, eh bien, on peut percevoir des indemnisations pour la maternité, la maladie, le chômage, qui n'ont pas de cotisation vieillesse. Et là, ça permet de valider des trimestres sur le relevé de carrière, mais pas de cotiser, dans le sens où il n'y a pas de revenus en parallèle de ces trimestres. Tout ça dans un maximum de 4 par an également. Donc ça s'additionne. Ensuite, il y a des événements de la vie que l'on va prendre en compte qui permettent de compléter la carrière. Et là, on va vous parler de trimestres supplémentaires validés. C'est principalement lié aux enfants, le fait d'avoir des enfants qui permet de compléter, ou d'avoir pris un congé parental, par exemple. Le fait d'être aidant aussi d'un adulte handicapé peut permettre d'avoir des trimestres en plus à ce titre. Donc tout cela additionné nous permet de savoir où vous en êtes en termes de durée d'assurance. Combien de trimestres j'ai à mon compte retraite quand tout cela est déterminé. Information très importante, le fait de percevoir l'allocation adulte handicapé ne valide aucun trimestre. C'est comme le RSA, c'est des situations qui ne donnent pas de droit à retraite en termes de trimestre. On va les prendre en considération autrement vis-à-vis du calcul, mais pas en termes de trimestre. Alors, vis-à-vis de cette comptabilisation des trimestres, ce qu'il faut comprendre, et ce qui va vous expliquer pourquoi on vous envoie certains documents, c'est que pour les 2 premières catégories, donc activité professionnelle et interruption d'activité, on a des informations qui nous sont transmises, qui alimentent le compte retraite par le jeu de déclarations et de fichiers transmis. Et ces informations-là sont à vérifier, puisque nous, on ne connaît pas le parcours, on a simplement récupéré des informations. Et que les dernières catégories, tout ce qui est événements de la vie, donc le fait que j'ai des enfants, que peut-être que j'ai des enfants handicapés, ou que j'ai pris un congé parental, ou que je m'occupe d'un adulte handicapé, eh bien ça, c'est des informations dont on n'a pas connaissance. C'est des informations qui sont à nous déclarer pour qu'on puisse en prendre compte dans la mise à jour, l'actualisation du compte. Voilà, et ça, c'est une démarche que l'on peut anticiper déjà vis-à-vis du départ à la retraite. Sachez qu'on peut tous faire cette démarche-là à partir de 55 ans pour actualiser nos comptes retraite en utilisant les services en ligne notamment, ou en nous envoyant, en demandant à mettre à jour la carrière avec notre service de la CARSAT. Donc voilà ce qu'on appelle une mise à jour de carrière. Et en vue de faire cette mise à jour de carrière, eh bien, on vous envoie des documents. Alors, ces documents, ils sont très explicites. C'est une préparation à la retraite, hein, c'est le petit visuel que je vous ai mis. Donc, on vous envoie un relevé de carrière avec un questionnaire pour voir avec vous quelles sont les situations, est-ce que tout est complet sur les informations que l'on a. Donc, voilà à quoi ressemble le questionnaire. Donc, c'est bien indiqué, questionnaire concernant votre carrière. On vous demande de nous confirmer votre identité, l'adresse à laquelle on a envoyé les éléments, si éventuellement il y a des choses à modifier. Et on vous interroge sur différentes périodes. Ce document est à signer avant de nous le renvoyer, c'est important, sinon on est obligé de vous le renvoyer.
Et on vous interroge sur la conformité des différentes périodes que l'on peut détecter sur votre relevé de carrière. Sachez qu'on interroge toujours sur les années où il n'y a pas 4 trimestres, sur les années où il y a une baisse de revenus par rapport à l'année d'avant, le début de carrière également, ou les années où on n'a pas d'informations. Donc on vous demande si la situation est conforme ou non, et en fonction de, si c'est pas conforme, de nous indiquer à quoi ça correspond. Donc il vous suffit de cocher et de nous transmettre les documents qui vont avec. Il y a toujours une notice informative avec ces documents-là. Donc, prenez le temps de les lire. Il y a beaucoup d'informations notées et pratico-pratiques. Les justificatifs à fournir, on vous indique lesquels on vous demande et bien sûr, on vous demande ces documents-là si vous êtes en désaccord avec les périodes que vous allez nous signaler. En aucun cas, on va vous demander de nous fournir l'ensemble des justificatifs de la carrière de la personne. Si vous êtes en accord avec ce que vous lisez sur le relevé de carrière, il faut nous l'indiquer en tant que conforme et on poursuit l'actualisation du compte comme ça. Par contre, si vous détectez des éléments manquants, vous nous l'indiquez et vous nous fournissez les justificatifs qui sont liés à ces périodes-là. Donc voilà ce qui est indiqué dans ce document. Autre document qui va être toujours dans l'idée de mettre à jour le compte retraite, c'est le fait d'avoir des enfants. On ne sait pas si vous avez eu des enfants ou pas. Donc si vous avez des enfants, on vous demande de nous les déclarer. Pour cela, eh bien, vous avez ce questionnaire, ce qu'on appelle une majoration de durée d'assurance pour enfants, qui concerne les mères, et on vous demande d'identifier chacun des enfants avec des questions auxquelles il faut répondre à chaque fois. C'est important, il faut répondre à l'ensemble des questions. Donc, on identifie les questions. Ça nous permet, à la lecture de cette information-là, plus la copie du livret de famille intégral, où se trouvent les enfants, ça nous permet d'ajouter des trimestres au titre des enfants, donc à raison de 4 trimestres pour chacune des maternités et 4 trimestres d'éducation, si les conditions sont remplies, pour chaque enfant. Donc un enfant peut permettre d'avoir 8 trimestres en plus sur la carrière. Donc c'est pour ça qu'on vous envoie ce document-là à compléter et à nous renvoyer et signer, bien sûr, c'est important, pour qu'on puisse étudier le droit et ajouter ces trimestres-là pour faire la complétude du droit retraite. Alors, les documents qu'on va vous demander de nous transmettre sur cette demande, par rapport à cette démarche, eh bien, le formulaire de demande de retraite, complété et signé, si vous passez par la version papier. Même chose avec une pièce d'identité pour certifier l'identité pour tout ce qui est version papier. Le questionnaire concernant la carrière que je viens de vous indiquer, complété et signé. Un relevé d'identité bancaire. La copie du jugement de la mesure de protection du majeur. Nous n'avons pas connaissance, dans la plupart des cas, nous n'avons pas connaissance qu'il y a cette mesure de protection et nous devons l'enregistrer. Donc pour cela, on vous demande de nous transmettre cette copie de jugement. La copie des 2 derniers avis fiscaux. Et puis s'il y a des enfants, s'il y a présence d'enfants pour la personne AH, eh bien la majoration de durée d'assurance complétée est signée avec la copie du livret de famille. Et si la demande de retraite personnelle est accompagnée d'une demande d'ASPA, en plus, il y aura un justificatif de domicile à ajouter pour pouvoir étudier le droit à l'ASPA en parallèle. Comment nous transmettre ces documents-là? Alors, il y a des petites subtilités vis-à-vis de nos canaux de contact et surtout en lien avec les services en ligne qui sont en cours. Principalement, donc c'est l'instructeur qui va vous demander les documents en fonction des réponses que vous nous aurez apportées. Donc on va vous demander des documents. Pour nous les renvoyer, vous pouvez nous les envoyer par voie postale et là, pour cela, il n'y a qu'une adresse à connaître et à utiliser, c'est celle de Nantes. Donc CARSAT des Pays de la Loire, 2 place de Nantes, 44 932 Nantes CEDEX 09. Toujours indiquer le numéro de sécurité sociale de la personne, c'est l'élément principal pour identifier l'assuré, parce que nous recevons énormément de choses. Et donc, bien sûr, pour être bien sûr de bien identifier cette personne-là, il faut vraiment toujours indiquer cet élément-là. La CAF, on vous parle de numéro allocataire, mais nous, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est vraiment le numéro de sécurité sociale. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes passé par la demande de retraite en ligne, d'échanger avec nos services sur ces documents-là. C'est possible d'une manière générale. Sauf que là, la spécificité liée au fait que vous êtes mandaté et qu'il y a donc une mesure de protection pour cette personne, nous devons l'enregistrer.
Donc, au début, on n'en a pas connaissance. On l'enregistre une fois qu'on réceptionne la copie du jugement qu'on vous a demandé. Et une fois que ça s'est enregistré, eh bien, aujourd'hui, alors je précise bien aujourd'hui parce que les services évoluent beaucoup et très vite dans le temps. Aujourd'hui, les services en ligne ne sont plus accessibles sur l'assurance retraite une fois que la mesure de protection est enregistrée sur le dossier de notre assuré. Donc ça concerne vraiment uniquement les outils liés à notre activité CARSAT et assurance retraite. Donc aujourd'hui, je précise bien, vous ne pouvez plus le faire une fois que c'est inscrit, saisi dans nos outils pour le moment. Donc il vous reste toujours la possibilité de nous envoyer par courrier, par voie postale, à l'adresse indiquée. Donc voilà pour la transmission des documents. Maintenant que voilà, on a échangé, actualisé le compte retraite, maintenant on va pouvoir en faire le calcul de la retraite. Alors là, vous avez sous les yeux la formule de calcul que l'on applique, qui est donc basée sur 3 éléments. Le calcul, le premier, c'est le revenu annuel moyen qui est basé sur les 25 meilleures années de salaire qu'on va retrouver sur le relevé de carrière que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est une moyenne que l'on effectue sur des salaires revalorisés et sur les 25 meilleurs. S'il n'y en a pas 25, eh bien, on va faire cette moyenne sur les salaires existants avec au moins une validation d'un trimestre sur les années prises en compte. Donc, on va faire cette moyenne-là. On multiplie ce résultat, ce revenu annuel moyen, par le taux de 50% parce que la personne est AAH. Elle est titulaire de l'allocation adulte handicapé. Ce qui fait qu'à ce titre, elle obtient sa retraite à titre inapte. Et en conséquence, on applique d'office le taux plein. Ce que nous on appelle le taux plein, le taux maximum, ce qui est bien 50%. Il n'y a pas c'est pas supérieur. C'est le taux plein, c'est 50%. Et ensuite, on fait le lien avec les trimestres que la personne a à son compte retraite. Parce qu'il y a autant de situations que d'individus. La personne n'a peut-être pas ses trimestres. Souvent, d'ailleurs, c'est des situations où la carrière n'est pas complète. Eh bien, on va faire le calcul avec le nombre de trimestres qu'on a donc comptabilisé sur le compte retraite en rapport avec le nombre de trimestres demandés par rapport à l'année de naissance. Tout à l'heure, j'étais sur un exemple de quelqu'un qui était né en 61. 62 ans cette année, on lui demande 168 trimestres. Donc, on fait le rapport par rapport à 168 trimestres. Donc, là, c'est le troisième élément, ce qu'on appelle la fraction, où on proratise en fonction du nombre de trimestres que la personne a sur son compte retraite. On peut faire ce calcul d'office puisque la retraite est calculée au taux plein. Il n'y a pas de décote. Là, on ne fait pas de décote puisque c'est calculé à taux plein. Par contre, c'est toujours en lien avec la carrière de la personne, en lien avec le nombre de trimestres qu'elle a sur son compte retraite. Donc voilà la formule de base de notre retraite versée par la CARSAT. Il faut savoir que ce montant est automatiquement comparé à un montant minimum, ce qu'on appelle le minimum contributif. Le montant de la retraite peut être majoré pour atteindre ce minimum contributif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le comparer à un minimum qui est à hauteur de 647 € aujourd'hui pour permettre de majorer le montant de la retraite calculée si les conditions sont remplies. Alors, en fait, c'est le montant de toutes les retraites calculées, montant de retraite de base et complémentaires qui doivent être demandés et ne doit pas dépasser un plafond pour qu'on puisse calculer ce minimum contributif. Aujourd'hui, en 2023, il est à 1 322 € juste pour information. Donc, ne vous inquiétez pas, ce calcul est effectué de manière automatique. On calcule d'office le minimum contributif que l'on peut ajouter au montant de la retraite pour composer le montant qu'on peut verser. Ensuite, autres éléments qui peuvent être ajoutés au calcul de la retraite, si la personne est concernée, c'est ce qu'on appelle la majoration pour enfants. Là, c'est si la personne a des enfants. Et pour cela, il faut qu'elle ait au moins 3 enfants ou plus pour qu'une majoration de 10% s'applique automatiquement sur le calcul de la retraite de base. Donc ça concerne les 2 parents qui ont eu les enfants. Donc 2 enfants ULV pour avoir 10%. Donc il faut au moins avoir eu les enfants. Donc ça nous permet d'avoir le montant brut de la retraite de base que l'on va verser à la personne. Enfin, ça c'était le droit retraite. Maintenant,
il se trouve qu'en termes de ressources globales de la personne, eh bien, les montants sont faibles et on a l'option il y a l'option de faire une demande de complément qui va être donc ce qu'on a vu tout à l'heure, l'allocation de solidarité qui s'appelle ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées. Donc toutes les ressources confondues, plus l'ensemble des retraites demandées, la personne, n'a pas 961 € par mois pour vivre, elle peut demander ce complément. Les conditions, il y a une condition d'âge, c'est à partir de 65 ans pour l'ensemble des personnes, sauf que ça peut être abaissé à 62 ans si la personne a sa retraite à titre inapte, ce qui est le cas d'une personne qui est titulaire de l'allocation adulte handicapé. Donc c'est possible dès 62 ans. Les ressources financières doivent être inférieures au plafond. Donc le plafond, c'est les montants que vous avez à l'écran, qui sont des montants au 1er janvier 2023, 961 € pour une personne seule ou 1 492 € pour un couple. La personne doit résider en France plus de 6 mois par an et cette aide est récupérable après la succession. Donc, si on verse cette aide et qu'il y a un actif successoral qui est supérieur à 39 000 €, on peut récupérer cette aide que l'on aura versée pendant un certain temps, en n'allant jamais en dessous des 39 000 € de l'actif successoral. Donc voilà, c'est important à comprendre. On retrouve ces informations-là sur le formulaire qui a été transmis dès le départ pour demander les droits retraite. Et donc, toutes ces informations-là sont indiquées dans la notice à conserver et les ressources sont demandées dans le formulaire avec le questionnaire de ressources. Maintenant, en synthèse, quels sont les éléments que l'on a sur le montant de retraite? Eh bien, on a la retraite personnelle calculée sur les droits retraite acquis, les cotisations, comparée avec un minimum contributif additionné si les conditions sont remplies, une majoration enfant s'il y a au moins 3 enfants ou plus, et puis l'ASPA aux personnes âgées si la demande est faite. Donc voilà comment on calcule le montant de retraite qui va être payé mensuellement. Quelques informations à connaître et à comprendre. La retraite, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est toujours le premier jour du mois qui suit les 62 ans. Donc, l'exception, c'est quand je suis née le premier. Donc là, c'est dès le jour de mon anniversaire des 62 ans où je peux percevoir ma retraite. Pour un départ avant 62 ans, il y a la possibilité d'avoir une retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, où là, la personne à âge doit contacter sa caisse, sa CARSAT, pour obtenir une attestation qui confirme ou non l'ouverture du droit avant l'âge légal. La CARSAT du lieu de résidence de la personne AH est la caisse compétente pour instruire et payer la retraite du régime général. Ce sera toujours cette caisse-là, même si la personne déménage, elle restera toujours la caisse, la CARSAT du lieu de résidence de départ pour demander la retraite. Si une retraite de réversion est en cours de paiement, c'est-à-dire que la personne perçoit en amont de la retraite personnelle une réversion liée à une situation de veuvage, eh bien, elle sera automatiquement révisée lors du calcul de la retraite personnelle, puisque la réversion est liée à une situation de ressources également. Enfin, l'ASPA débute en même temps que la retraite personnelle, si l'ASPA est demandée, et il faut que le formulaire soit adressé dans les 3 mois qui suivent la notification de la retraite personnelle pour démarrer en même temps que la retraite. Si éventuellement l'ASPA est demandée un peu après, voilà, il faut savoir que si c'est fait dans les 3 mois qui suivent la demande de retraite personnelle, ça démarre dès la date de la retraite personnelle. Le paiement de la retraite est à terme échu, c'est-à-dire que nous versons le 9 à la banque les mensualités qui correspondent au mois d'avant, toujours début du mois suivant, qui concerne le mois écoulé. Vous retrouvez le calendrier des paiements sur le site de l'assurance retraite, on vous invite à le consulter. Et puis, il y a la possibilité de faire le suivi aussi des versements retraite dans l'espace personnel. Voilà pour ces petites informations qui nous semblaient utiles à vous donner pour la gestion des demandes de retraite. Maintenant, je vais laisser la main à Johan qui va vous parler, qui va nous faire le point sur justement la mise en paiement de la retraite. Donc effectivement, 4e étape, donc la retraite à 62 ans, mise en paiement. Alors, là, on va voir la coordination entre la CAF et la CARSAT pour assurer la continuité des ressources, pour que la locataire ou la personne bénéficie toujours de revenus, voilà, qu'il ne se retrouve pas sans rien. Donc l'idéal, donc paiement CAF,
On paye l'allocation adulte handicapé et aux 62 ans, c'est le paiement de la CARSAT. Donc il n'y a pas de discontinuité. Pour cela, le dossier retraite est instruit et terminé dans les délais, c'est-à-dire 2 mois avant le premier versement de la retraite. Exemple, si la retraite est au 1er mars, l'instruction est terminée au 31 décembre. Donc dans ces situations-là, il n'y a pas de discontinuité, la hache s'arrête aux 62 ans et la retraite démarre dès les 62 ans. Maintenant, on a les deuxième exemple, le dossier retraite n'est pas terminé dans ses délais. Donc qu'est-ce qui va se passer entre la CAF et la CARSAT? C'est là qu'il y a une coordination et on appelle ça le principe de subrogation. Donc ce qui va se passer, c'est que la CAF va continuer à payer, l'allocation adulte handicapé après les 62 ans, en attente de la réponse, ou plutôt particulièrement de la notification de la CARSAT de la pension. Et après, une fois que la CARSAT aura établi le droit, il y aura une régularisation des versements entre la CAF et la CARSAT, notamment, entre l'AAH et la pension retraite. Pour mieux comprendre, voilà un petit exemple. Donc retraite au 1er mars et instruction terminée en mai. Donc aujourd'hui, au mois de janvier, on paye de l'AAH, donc c'est la CAF qui verse 800 € par mois. Donc le droit établi à l'AAH dans cet exemple est de 800 € par mois. À 62 ans, donc retraite au 1er mars, donc le 1er du mois, la retraite devrait commencer dès le mois de mars, mais l'instruction n'est pas encore terminée. Donc la CAF, elle va continuer à payer l'AAH pour justement maintenir voilà, toujours maintenir une continuité de versement, mais l'AAH n'est plus versée en tant que prestation, mais à titre d'avance sur paiement. Donc, elle sera versée à titre d'avance sur paiement pendant l'instruction la CARSAT. La CARSAT termine au mois de mai dans notre exemple. Il y aura fin de versement à compter de mai. Il y aura une régularisation des versements entre la CAF et la CARSAT et le retraité éventuellement, et notification de retraite adressée. Concrètement, donc la CARSAT envoie, donc ça c'est un courrier de la CARSAT qui est adressé à la locataire. On voit en haut la date de la notification, donc paiement, donc là c'est la date de la notification du courrier. Je vais revenir après sur le paiement. Donc ça c'est le droit que la locataire a. Donc on a un tableau avec la retraite personnelle, la majoration du minimum contributif et au total, le montant est de 850 € par mois. Donc la somme due du 1er mars au 30 avril, puisque c'est la période depuis, la période auquel il ouvre droit à la retraite, dès ses 62 ans, donc dès le mois de mars, il avait le droit à 850 € depuis le 1er mars. Donc sous forme, donc ça nous donne un droit pour mars et avril de 1 700 € par mois. Mais deuxième ligne, mais vous avez déjà perçu du 1er mars au 30 avril 1 600 €, qui correspond au versement de l'AAH à titre d'avance. Donc là, entre la CAF et la CARSAT va nous redonner cette somme-là pour que nous qu'on a avancé et par conséquent, la locataire va recevoir la différence. Soit la différence, 100 € du 1er mars au 30 avril, et ça sera un solde qui sera payé à la date de la notification. Donc c'est pour ça qu'en haut, on a mis paiement des sommes dues. Donc le paiement intervient le 15 mai et après la locataire le reçoit sur son compte, en fonction des délais bancaires. C'est environ 5 à 10 jours après. Une fois que cette somme-là est faite, dernière ligne, à compter du 1er mai, le montant net mensuel de votre retraite, donc ça sera 850 € par mois. Et là, la CAF n'intervient plus. C'est la CARSAT qui verse les 850 € par mois. Et ce droit, hein, pour rappel, est versé à terme échu. Et après, que se passe-t-il en fonction de nos différentes situations
Donc les 3 situations qu'on rencontre depuis le départ. Donc première situation, une personne qui a un handicap inférieur à 80 avec ou sans droit à retraite. Donc pour rappel, à 62 ans, il ne peut plus bénéficier de la l'AAH. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus le droit à la l'AAH, il n'y a aucune démarche à réaliser auprès de la CARSAT, auprès de la CAF. En revanche, si le montant de la retraite qui est calculé par la CARSAT est inférieur au montant de la l'AAH, il y aura un calcul d'un indu. Par exemple, nous, on verse l'AAH à 800 € par mois. La CARSAT traite le dossier avec, on va dire, des délais. Voilà, nous, on verse l'AAH à titre d'avance. Si à la réception, le montant de l'AAH est de 600 €, eh ben, la caisse retraite nous remettra à disposition ces sommes-là, mais il y aura une différence de 200 € qui sera en indu et qui devra être versée, voilà, qui devra s'arranger entre l'allocataire et la CAF pour le remboursement. Donc c'est pour ça que dans cette situation-là, on les oriente vers une demande d'ASPA parce qu'il n'y a plus le droit à l'AAH. Je te laisse la main, Sylvie. Oui, donc du coup, côté CARSAT, eh bien, en termes de après, la retraite personnelle est calculée. Mise en paiement, comme on l'indiquait. Ce montant est revalorisé automatiquement quand il y a une revalorisation qui s'applique. Alors, en général, c'est le 1er janvier de l'année civile, enfin le 1er janvier. Et puis, l'ASPA est calculée également si celle-ci a été demandée en fonction de la situation. Donc, cette aide est soumise à condition de ressources. Donc, il faut bien nous indiquer toute modification de ressources éventuelles. Et il y a un questionnaire annuel de contrôle des ressources qui va tourner régulièrement par rapport à ce versement d'ASPA. Donc ça, c'est la situation vis-à-vis de la CARSAT. Ça, c'est quand nous, on verse un droit. Si il n'y a pas de droit, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas droit à retraite, je vous rappelle que c'est et donc le SASPA qui peut être servi et ce SASPA, il est géré et instruit par la MSA. Mais MSA Lorraine, votre interlocuteur pour faire la démarche, c'est votre mairie de résidence. Dans la continuité, sur le deuxième profil où l'handicap est supérieur ou égal à 80 avec un droit retraite existant, eh bien, nous, de notre côté, nous avons fait le calcul de la retraite, notifié ce montant de retraite, donné l'information à la CAF, mis en paiement à la retraite, revalorisé au besoin. Et si il y a une demande d'ASPA qui a été réalisée, qui nous a été envoyée, on fait le calcul et la notification d'ASPA avec un questionnaire cyclique, pareil, qui va tourner sur le contrôle des ressources obligatoirement. Pour la CAF, donc il n'y a pas de démarche à réaliser. Le calcul et le versement de l'AAH qui était déjà mis en place, l'AAH différentiel peut être mis en place selon la situation. Ensuite, pour le versement de l'AAH, il y aura toujours la poursuite des questionnaires de ressources habituelles que vous recevez pour réétudier les droits à l'AAH chaque année. Et une notification de la il faut penser à la notification de la CDAPH à renouveler selon la situation parce qu'il y a une temporalité. Donc, ne pas oublier quand ils sont en retraite de bien penser à renouveler leur demande pour cette catégorie-là parce que si nous, à la CAF, s'il y a une date de fin, on arrête de payer l'AAH. Contrairement à la première rubrique, si le montant de la retraite est inférieur au montant de l'AAH, il n'y aura pas d'indu puisque les personnes qui ont un handicap supérieur ou égal à 80 ont le droit potentiel à l'AAH. Donc, il n'y aura pas d'indu et on versera de l'AAH différentielle. Mais pour cette même catégorie, qu'est-ce qui se passe pour les retraites complémentaires? Donc, les retraites complémentaires à JCARCO, deux possibilités. Soit il n'y a pas de droit à la retraite complémentaire, donc l'AAH différentielle calculée uniquement avec la retraite de base, donc l'AAH différentielle, elle est versée. En revanche, s'il y a un droit à la retraite complémentaire, l'AAH différentielle est revue
en intégrant le montant de la retraite complémentaire. Par conséquent, la différence, on va venir déduire le montant de la retraite complémentaire de la hache différentielle et ça va générer un indu, une somme qu'ils devront nous rembourser à la CAF. Et contrairement avec la CARSAT, il n'y a pas de subrogation avec les complémentaires. Donc s'il y a un droit à complémentaire que l'on apprend après, il y aura forcément un indu qui va se générer sur le dossier pour cette catégorie-là. Dernière catégorie, troisième profil, la personne qui a un handicap supérieur ou égal à 80% et qui n'a pas de droit à retraite. Donc là, pour cette situation-là, nous, on continue de verser de la hache. Donc là, il n'y a pas de démarche à réaliser, poursuite du versement de la hache. Donc pareil, poursuite des questionnaires de ressources habituelles pour renouveler le droit chaque année. Et bien penser également à surveiller la notification de décision de la CDAPH qu'il faudra renouveler selon la situation, puisqu'il y a une date de fin. Donc bien penser à la renouveler, sinon on ne peut plus verser l'allocation adulte handicapé. Et côté CARSAT, du coup, vu qu'il n'y a pas de droit retraite existant, nous, on ne calcule aucun droit retraite. Donc, on aboutit à une notification de rejet qui indique qu'il n'y a aucun droit retraite, donc aucune démarche à réaliser. Donc, voilà pour ce troisième profil ce récapitulatif des 3 profils principaux que l'on a vis-à-vis de public AH. Alors, les informations, on fait un petit point rapide sur les informations à retenir par rapport à tout ce qu'on vous a indiqué. C'est qu'à 62 ans, le passage à la retraite des personnes AH est simplifié mais pas automatique. Il y a un minimum à réaliser, donc des démarches sont à réaliser et il faut les réaliser 6 mois avant les 62 ans. Auprès des retraites de base et complémentaires, il faut aussi avoir en tête ça, c'est que il y a des démarches, une demande de retraite à faire pour chaque caisse de retraite et une instruction qui va se réaliser auprès de chaque caisse, c'est important à comprendre. Selon le taux de l'incapacité et la carrière du majeur protégé, la hache s'arrête ou se poursuit après 62 ans. Et là, il est important de comprendre que l'ASPA et la hache ne se cumulent pas. Donc, c'est soit vous avez peut-être droit à une AH différentielle et dans ces cas-là, pas besoin de demander l'ASPA. Ou au contraire, vous n'avez pas droit et là, peut-être que vous avez besoin de demander l'ASPA pour augmenter les ressources mensuelles. Cette ASPA donc, est récupérable sur succession, mais pas obligatoire. C'est voilà, une aide possible en fonction de la situation. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses autres prestations sociales qui sont, elles, non récupérables et qui peuvent toucher plein de domaines différents pour permettre d'augmenter les ressources en termes de santé, d'énergie, de logement. Et pour en avoir une idée de ce qui peut être proposé, on vous invite à utiliser le simulateur que vous utilisez peut-être déjà, hein, qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr. Je vais vous montrer voilà, la page d'accueil de ce site national dédié justement aux prestations sociales auxquelles on peut demander si on en a les conditions. Donc l'idée, c'est que d'avoir un outil simple, rapide et gratuit qui vous présente, qui vous ressort les aides qui va correspondre à votre situation et qui vous indique vers quel interlocuteur vous tournez pour faire les démarches nécessaires. Donc mesdroitssociaux.gouv.fr. Voilà pour les droits sociaux. Merci pour votre écoute. Alors, on a conscience qu'il y a beaucoup d'informations et que vous pouvez avoir pas mal de questions. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez pour cela nos canaux de contact, le téléphone, le 3960, la messagerie de l'espace personnel. Si vous pouvez l'utiliser, n'hésitez pas également. J'espère que cette information vous aura été utile. C'était vraiment l'idée, c'était de vous accompagner sur cette démarche précieuse à réaliser entre nos 2 organismes.
le replay va être disponible tout de suite derrière. Donc voilà, si pour regarder, réécouter ce qu'on vient de vous apporter avec Johan, parce que ça peut être un peu rapide par moment, n'hésitez pas à le faire. On va se nourrir aussi des questions que vous avez pu nous poser et c'était une première édition. Donc merci pour vos retours, savoir si voilà, s'il y avait des éléments manquants ou pas, si éventuellement on en fait une seconde. Il y a des webinaires qui sont sur les thématiques retraite qui sont à disposition sur notre site de la CARSAT des Pays de la Loire. On vous invite à les consulter, à vous écrire, à regarder les replays qui sont toujours disponibles. Donc il y a plein de thématiques, plein de sujets qui vont vous éclairer sur le calcul de la retraite, la retraite anticipée, sur la retraite progressive, sur les démarches, le veuvage. Voilà, il y a plein de thématiques à votre disposition. Des webinaires passés avec un replay ou des webinaires à venir où on vous invite à vous inscrire. Il y a un planning. Poursuivre tout ce qui est du domaine de l'actualité, puisqu'on ne peut pas passer à côté. L'actualité des réformes des retraites, on vous invite à utiliser, à suivre les informations sur le site de l'assurance retraite, et notamment avec le lien sur la réforme des retraites et moi.fr pour vous aider à comprendre et à suivre. Et enfin, dernière petite chose auquel on vous invite à utiliser aussi, que vous avez à votre disposition, c'est un outil qui s'appelle Mon Agenda Retraite, que vous retrouvez sur le site de l'assurance retraite également, qui vous permet d'être alerté en temps et en heure sur les démarches à réaliser par rapport au départ à la retraite. Donc là, en l'occurrence, c'est facile. Le départ à la retraite, c'est dans la majorité des cas, c'est 62 ans vis-à-vis des majeurs protégés. Et donc, du coup, par rapport à cet âge-là, d'être alerté sur les démarches que vous avez à réaliser pour les faire en temps et en heure avec vos organismes de retraite. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Il faut une adresse mail et indiquer la date des 62 ans pour pouvoir être alerté par mail ou par SMS sur les démarches à réaliser. Merci Johan pour cette co-animation. Je vais clôturer là-dessus et te laisser les mots de la fin. Et en espérant que ce webinaire vous aura été utile. En tout cas, bonne préparation et puis à bientôt. Au revoir. Merci également Sylvie pour cette collaboration. J'espère aussi que ce webinaire vous a apporté les réponses attendues et que ça vous donnera les éléments nécessaires pour bien mettre en place les démarches nécessaires à la retraite et simplifier voilà ce processus. Merci à tous et belle journée à tout le monde. Au revoir.